un an après la chute de Bachar el-Assad, comme on va la Syrie. C'était un jour férié et un jour de joie ce lundi dans le pays pour célébrer la chute du dictateur syrien le 8 décembre dernier et la fin de décennies de terreur. Dans un instant, vous allez voir un document très fort au cœur d'Alep, ville martyre en pleine reconstruction. Mais d'abord, cette question: où est Bachar el-Assad? Celui qu'on appelle le boucher de Damas a pris la fuite vers Moscou. Il est recherché par la justice internationale, mais il a pu compter sur la protection, le soutien de Vladimir Poutine. Il vit avec sa famille dans des appartements de luxe du quartier d'affaires de la capitale russe. On a enquêté sur les traces de Bachar el-Assad en Russie. Luc Lacroix, Anne Poncinet avec Stéphanie Pérez. Depuis qu'il s'est réfugié à Moscou, Bachar el-Assad est invisible. En un an, aucune image de lui n'a filtré. Son clan n'a laissé que quelques indices de sa présence en Russie, comme cette vidéo dans un café. Elle montre Maher el-Assad, le frère de Bachar el-Assad. Ce café, nous l'avons identifié et localisé. Il se situe dans le quartier moderne de Moscou City. Notre équipe s'est rendue sur place pour interroger les commerçants. Ils filment discrètement. Personne n'a vu Bachar el-Assad. La rumeur dit qu'il vit ici. Ah, il y a un gars qui passe avec des gardes du corps. C'est peut-être lui. Il y a 2 hommes qui passent suivis par des gardes du corps. Ils sont grands. Oui, il est grand. C'est peut-être lui. Selon l'enquête d'un journal allemand, la famille Assad aurait acheté près d'une vingtaine d'appartements dans ces 2 tours. Elles abritent des logements luxueux comme ce 5 pièces à près de 3 millions d'euros. C'est dans l'un d'entre eux que vivrait en partie l'ancien dirigeant syrien. Mais en un an, Bachar el-Assad n'a pas dit un mot. Seul son fils, Hafez, s'est filmé dans une très courte vidéo à Moscou pour évoquer ses comptes sur les réseaux sociaux. J'ai voulu confirmer que ce sont les miens. Depuis, pour lui aussi, silence radio. Notre équipe a donc interrogé le Kremlin au sujet de Bachar el-Assad. Comment se passe son séjour en Russie? Est-ce qu'il a pu rencontrer le président Poutine depuis un an? Sur ce sujet, on ne peut partager aucune information avec vous. Alors pourquoi ce silence de Moscou et de Bachar el-Assad? Un ambassadeur russe s'est montré un peu plus loquace. Sa situation ne lui permet pas d'avoir une activité médiatique ou politique, parce que c'est un asile humanitaire qui lui a été accordé, pas un asile politique. Bachar el-Assad a en fait passé un accord avec son allié Vladimir Poutine, le silence, contre la sécurité. Mais en Syrie, dévastée par une guerre qui a fait plus de 580 000 morts selon l'ONU et plus de 100 000 disparus, les habitants ont soif de justice. Le rêve de tous les Syriens depuis qu'il est parti, c'est qu'il soit jugé pour tout ce qu'il a fait. De son côté, le nouveau pouvoir met en scène l'arrestation d'autres dignitaires de l'ancien régime. Leur plus grosse prise, Wassim al-Assad, un cousin de Bachar, que l'on voit ici en détention. En décembre dernier, nous avions été les premiers journalistes à pénétrer dans une des luxueuses villas lui appartenant. Il l'avait fait transformer en laboratoire de captagon, une drogue dont le trafic a permis au régime de se maintenir au pouvoir. Tout ici, c'est à Wassim el-Assad, le cousin de Bachar el-Assad. Mais la plupart des responsables échappent à la justice. Quant à Bachar el-Assad lui-même, il y a très peu de chances que Vladimir Poutine le livre un jour, selon ce journaliste qui a enquêté sur les 2 hommes. Les procureurs et tribunaux internationaux sont détestés en Russie. Poutine lui-même est poursuivi par le tribunal pénal international pour crimes de guerre. Et en ce qui concerne la justice syrienne, Poutine ne le fera certainement jamais non plus. Faute de justice, c'est un des derniers symboles du règne sans partage de Bachar el-Assad qui va bientôt disparaître. On va enfin se débarrasser de sa tête. De nouveaux billets, sans son portrait, doivent être mis en circulation prochainement.
Et pendant que Bachar al-Assad se cache en Russie, les Syriens tentent de reconstruire un pays à terre après 13 années de guerre civile. Nos équipes sont allées à leur rencontre à Alep, une ville magnifique mais une ville martyre. Et vous allez le voir, les Syriens aussi entre liberté retrouvée et inquiétude devant les défis économiques et sécuritaires immenses. C'est un reportage exceptionnel de Stéphanie Pérez avec Chloé Cormery. Ce soir-là, Alep célèbre les 1 an de la chute de Bachar al-Assad et la réouverture de l'un de ses souks. Des feux d'artifice, des sourires, la danse hypnotique des derviches tourneurs. Et en invité d'honneur, le gouverneur Azam Garib, un ancien chef djihadiste, aujourd'hui en costume-cravate, dans le rôle de grand patron. Rouvrir ce souk, c'est un nouveau départ. La roue d'Alep tourne encore. Cette ville phare que beaucoup ont essayé de faire taire se rallume aujourd'hui. Une renaissance timide, dont voici le symbole. La citadelle, tout juste rouverte au public après 14 ans de guerre et près de 30 000 morts dans la ville. Les Alepins s'y pressent, n'en finissent pas de savourer leur liberté retrouvée. Comme ce père de famille, tout juste rentré de son exil en Turquie avec ses 3 enfants. Avant, je n'aurais pas pu vous parler ou vous regarder. On ne pouvait parler avec personne en sécurité. Tous ces gens libres de se rassembler comme ça, c'est notre victoire. Je peux faire découvrir leur pays à mes enfants qui sont nés en Turquie. Mais dans les quartiers les plus modestes, l'espoir s'est vite envolé. Les caisses de l'État sont vides. Fini donc, pour commencer, les subventions sur le pain instaurées sous Bachar al-Assad. Son prix a été multiplié par 10. Et ses ouvriers n'ont plus peur d'exprimer leur désillusion. J'ai une famille de 13 personnes. Chaque jour, acheter du pain me coûte un tiers de mon salaire. Comment voulez-vous qu'on vive comme ça? Cette femme nous interpelle sur l'autre sujet majeur de mécontentement. Depuis le début de la guerre, on n'a pas d'électricité. Et là, rien n'a changé. On doit payer les générateurs une fortune, alors qu'on n'a pas d'argent. L'électricité, karaba en arabe. Un mot que l'on entend aussi souvent que le ronronnement des générateurs. Le système électrique a été dévasté par les années de combat. Abdullah Al-Hamoud est revenu en Syrie cet été, après 7 ans d'exil avec ses enfants, dans un camp au Liban. Sors ton livre. Quelle page? Instituteur, il ne gagne que $2 par jour. Il mange une seule fois dans la journée et son quartier est toujours privé de courant. Le retour dans son pays ne le réchauffe pas comme il l'imaginait. Voici mes portes. On a mis des sacs en plastique à la place des vitres pour bloquer le froid et le vent. On n'a pas les moyens d'acheter du gaz ou du mazout pour nous chauffer. J'aimerais croire que ça va aller mieux, mais en réalité, je n'ai plus aucun espoir pour mes enfants. Si j'ai l'opportunité de partir en Europe, je n'hésiterai pas une seconde, même si mon pays est libre maintenant. 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'urgence, relancer l'économie de cette ville martyre. Refaire d'Alep la fière capitale économique de la Syrie. Le chantier est colossal, sa zone industrielle n'est que l'ombre d'elle-même. Voici comment cet entrepreneur a retrouvé sa florissante usine de tapis après 12 ans d'exil en Turquie. C'est terrible, évidemment. On m'avait envoyé des photos, mais la réalité est difficile. Malgré tout, renoncer à reconstruire, ce serait encore pire. Dans son seul hangar encore debout, les ouvriers s'attellent à la peinture, à la réparation des outils. Les lignes de production, on va les repousser de l'autre côté. Abdul Fattah Sultan
attend maintenant des machines toutes neuves pour relancer son activité début 2026. On a déjà reconstruit presque 50%, vous voyez, et on a refait les sols. Ils étaient défoncés parce que l'armée s'est servie de mon usine comme dépôt pour ses chars. Il y en avait une 50aine. On va oublier tout ça et recommencer à zéro. Mais pour l'instant, ils ne sont qu'une poignée d'entrepreneurs à prendre le risque. Trop d'incertitudes politiques et les sanctions étrangères ne sont pas complètement levées. Dans son école des quartiers populaires de l'Est d'Alep, nous retrouvons Abdullah Alamoud, l'instituteur, en plein cours de mathématiques. J'ai combien de cahiers? 1, 2, 3, 4... Les élèves n'ont souvent ni bureau, ni chaise. Ils apprennent assis par terre pour la plupart. Les effectifs de cet établissement ont doublé depuis 1 an. Et là aussi, il faut tout recommencer à zéro. Ces enfants sont déjà assez grands. Mais comme ils reviennent d'autres pays ou de camps de réfugiés, ils n'ont presque pas étudié ni l'arabe, ni les maths. On doit reprendre toutes les bases. Dans la classe voisine, chez les élèves de niveau collège, un nouveau manuel scolaire, avec des différences que salue cette enseignante. Il y a un vrai changement. Avant, le programme accordait une large place à la propagande du parti basse au pouvoir et à l'histoire des Assad. Maintenant, on y parle des crimes de l'ancien régime et des droits de l'homme et des enfants selon les lois universelles. La Syrie, un nouvel état de droit. Les violences communautaires, notamment contre la minorité alaouite, fragilisent les nouvelles autorités. Certains des anciens djihadistes membres des forces gouvernementales sont accusés d'exaction. Pour prouver sa volonté de contrôler ses rangs, le pouvoir islamiste nous invite à filmer dans le bâtiment de la sécurité publique, sa vitrine. Un hall flambant neuf, moderne. Tout un symbole. Les sous-sols de l'édifice abritaient autrefois les geôles du régime. Aujourd'hui, les Alépins de toute minorité officiellement y sont invités à déposer plainte en cas d'exaction de la police. Donne-moi ta carte d'identité que je prenne ta plainte. Cet après-midi, 3 hommes viennent dénoncer la violence d'un agent, un ancien djihadiste, qui sème la terreur dans leur quartier. Vous voyez, il a une arme. Et il en a d'autres aussi. Il faut que vous mettiez fin à tout ça. On veut la sécurité pour nos femmes et nos enfants. Pourquoi ce type doit rester parmi nous? Et il m'a même menacé avec un couteau. Et il m'a donné des coups de pied. Le fonctionnaire semble être à l'écoute. Le plaignant est surpris. Cette procédure n'existait pas avant. On vivait dans la jungle. Les forts dévoraient les plus faibles. Quand on allait se plaindre, ça se retournait contre nous. On se retrouvait dans la position de l'accusé. 210 plaintes depuis 3 mois. Ces responsables de la sécurité qui ont gravité autour du nouveau président syrien savent que les plus radicaux des anciens djihadistes menacent la reconstruction et leurs promesses officielles de cohésion nationale. On veut se débarrasser des mauvais éléments. Et d'ailleurs, nous avons déjà mis en prison certains des agents de sécurité qui se sont mal comportés et qui ont été sanctionnés. Même les plus gradés, les plus puissants doivent rendre des comptes. On dit aux citoyens qu'il n'y a personne au-dessus des lois. La société civile attend des résultats et de la transparence de la part de ce pouvoir islamiste qui fait tout pour lisser son image. Sa ligne modérée tiendra-t-elle dans la durée, alors que la loi islamique est désormais le socle principal de la législation? À Alep, ces quelques affiches, collées par des extrémistes, incitent les femmes à porter le voile intégral. Dans les rues, on les voit davantage, les plus conservatrices d'entre elles. À l'université, le nombre d'étudiants qui apprennent la charia, la loi islamique, a été multiplié par 4 en 1 an. Sous le régime Assad, ces études étaient juste tolérées. Aujourd'hui, le campus va s'agrandir, à la grande satisfaction de ces étudiantes qui acceptent de nous parler. Aujourd'hui, les femmes comme moi sont mieux acceptées. Avant, la charia était brimée.
Aujourd'hui, avec mes amis, on peut l'étudier sans obstacle. Son enseignement se développe. C'est pour ça qu'on revient à l'université. Ce soir-là, lors de l'un des concerts qui fleurissent depuis un an, Luna Batal, elle, monte sur scène, cheveux détachés. Cette musicienne kurde affirme ne pas changer son mode de vie. Dans le public, côte à côte, la Syrie dans sa diversité communautaire. Cette Syrie qui tient à ses libertés individuelles. Au début, j'ai eu peur. Je ne savais pas à quoi m'attendre avec le nouveau gouvernement. Mais finalement, les filles non voilées comme moi n'ont pas de problème. Et j'espère même qu'il y aura de plus en plus de femmes qui feront de la musique, parce que c'est nécessaire pour notre éducation. À Alep, comme dans le reste du pays, la transition se fait sur un fil. Entre doute et espoir. Entre ombre et lumière. Et bonsoir Stéphanie Pérez, grand reporter au service international de France Télévisions. La Syrie, vous l'avez couverte il y a un an jour pour jour au moment de la chute de Bachar el-Assad. Vous y êtes retourné aujourd'hui pour réaliser ce document très fort au cœur d'Alep. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, le plus saisi ? Avec Chloé Cormery, quand on y est retourné avec nos questions de journalistes françaises. On voulait savoir si la Syrie était en train de devenir un nouvel Afghanistan. Et en fait, très vite, on nous a dit, mais attendez, vous avez la mémoire courte, vous oubliez qu'on sort de 54 ans de dictature. On peut vous parler librement, à vous, journalistes, on peut parler à son voisin sans avoir peur qu'il nous dénonce. Dans le reportage, on a vu, il y a même des gens qui critiquent la situation actuelle. La Syrie est en train d'apprendre à râler, et ça, vraiment, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Ils apprennent la liberté. Dans quelles conditions vous avez pu filmer, vous avez pu travailler normalement, si j'ose dire? Alors à Alep, on a pu tourner tout à fait librement, ce qui aurait été impensable sous le régime de Bachar el-Assad. Il y aurait eu quelqu'un avec nous en permanence. Mais attention, il n'est pas question de faire d'angélisme. Dès qu'on pose la caméra, les gens se confient. Il y a encore beaucoup de peur. On nous parle de ces extrémistes, notamment, qui font pression sur les femmes, qui leur demandent de porter des vêtements à manches longues. Ces radicaux qui règlent leur compte avec les Alaouites. Il y a beaucoup de doutes encore. Et moi, la première, je suis incapable de vous dire quelle sera la Syrie qu'on retrouvera si on y retourne dans un an. On verra. Merci à vous, en tout cas, Stéphanie, pour ce document avec Chloé Cormery. Merci à vous. Mais vous le disiez, les défis restent gigantesques dans ce pays. Bachar el-Assad n'est plus là, mais la guerre n'est pas totalement finie pour autant. Les menaces sont partout, à la fois à l'intérieur du pays, avec toutes ces communautés, mais aussi dans la région. C'est 3 infos pour comprendre avec Mathieu Boisseau et Serhan Ganzer. Ahmed al-Shara, l'homme qui a renversé Bachar el-Assad, est toujours à la tête de la Syrie, un an plus tard. Un ancien djihadiste reçu à la Maison-Blanche le mois dernier et à l'Élysée en mai. Le président de transition promet la paix, mais celle-ci est très fragile à cause de la menace terroriste, des violences entre communautés et des tensions avec Israël. Voici 3 infos pour comprendre. Première info, l'État islamique veut profiter de l'instabilité pour reprendre pied. Les attentats sont fréquents. Voici une opération des autorités syriennes ayant permis l'arrestation de 7 membres supposés de l'organisation terroriste. Alors, comment Ahmed al-Shara luttera-t-il contre l'État islamique? La Syrie vient de rejoindre une coalition internationale anti-djihadiste, une manière d'afficher sa bonne volonté auprès des Occidentaux. Deuxième info, des violences sont commises contre les minorités. À l'ouest, par exemple, des civils alaouites massacrés par des partisans du nouveau pouvoir. 1400 morts en mars. Cette communauté est ciblée dans un esprit de vengeance parce que Bachar el-Assad est un alaouite. Des affrontements sont également signalés avec les Kurdes dans le nord-est et les Druzes, une minorité religieuse, dans le sud. Notre troisième info, c'est la tension très forte aussi à la frontière avec Israël, qui a étendu la zone occupée sur le plateau du Golan. Les bombardements sont réguliers, les incursions aussi, comme ici, le 28 novembre. L'armée israélienne affirmait viser un groupe islamiste. Ce jour-là, 13 personnes ont été tuées, dont des femmes et des enfants, selon les médias officiels syriens.